Il se passait quelque chose. C'est un détournement. Il s'agissait d'un commando armé qui attaquait un avion. J'étais complètement À terre! paralysé par la peur. J'essayais de réfléchir à un moyen de me sortir de là, pour faire partie des survivants. Je me suis dirigé vers le chef des terroristes, et il avait une arme à la main. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Je n'arrivais pas à le croire. Il allait me tuer. J'allais mourir sur mon vol de retour. Je ne comprenais pas. Pourquoi moi? Mon frère aîné était alpiniste. Il avait 6 ans de plus que moi. Il est mort à 30 ans, au cours d'une ascension du Broad Peak, au nord du Pakistan. Depuis ce jour-là, j'ai toujours voulu m'y rendre pour lui faire mes adieux. Me tenir au pied de son dernier sommet me paraissait être une bonne idée. J'étais en montagne depuis 6 semaines pour faire mes adieux à mon frère. Je n'y serais jamais allé si ce n'était pas pour lui. Je suis toujours un peu stressé quand je voyage. J'ai surtout peur de perdre mes bagages. Je ne me sentais pas en danger au Pakistan. Je voulais juste rentrer chez moi. Bonjour monsieur, passeport et billet s'il vous plaît. J'ai reçu ma carte d'embarquement. Je vous remercie, bon voyage. Et je me suis dirigé vers le contrôle des passeports. Il faisait beau, le ciel était dégagé. J'avais hâte de monter dans l'avion. Je me disais que j'étais presque chez moi. Je suis monté dans l'avion. L'hôtesse de l'air, une jeune indienne, m'a indiqué mon siège. 13B sur la droite. Merci. Bon voyage. J'avais le siège 13B. Ça en aurait effrayé plus d'un, mais je ne suis pas superstitieux. Avancez! Allez, plus vite! Je me souviens encore des sensations de ce moment. Je suis dans l'avion, il ne peut plus rien m'arriver maintenant. Et tout d'un coup, À terre! j'ai entendu un bruit à la porte avant de l'avion. À terre! Et j'ai vu un homme habillé en tenue traditionnelle pakistanaise. Lâche ce téléphone! Mais il avait un énorme pistolet à la main et l'autre bras autour du cou de l'hôtesse de l'air qui tentait de se libérer. Je l'ai regardé sans bouger. Mon cerveau n'arrivait pas à enregistrer ce qui se passait. Quelques instants plus tard, j'ai entendu du bruit à la porte par laquelle j'étais entré. Je me suis retourné et j'ai vu un homme en uniforme avec un énorme fusil. Ça a été l'un des moments les plus effrayants de ma vie. À terre! Quelqu'un criait « À terre, à terre !» Je me suis assis sur un siège. Je dormais chez moi quand j'ai entendu un bip. Lorsque j'ai entendu le bip et que j'ai vu le signal lumineux, j'ai su qu'il y avait une urgence. J'ai pris le micro et j'ai dit « J'écoute ». Et on m'a annoncé « Il y a eu un incident à l'aéroport. Des hommes armés sont entrés dans un avion. » J'ai répondu « J'arrive tout de suite ». Ma femme s'est réveillée et m'a demandé « Qu'est-ce qui se passe ?» Je ne sais pas, il s'est passé quelque chose à l'aéroport. Ensuite, j'ai entendu l'homme qui se tenait à la porte située à l'avant. Ferme la porte! Il criait sur l'une des hôtesses de l'air, mais elle était comme paralysée. Ferme la porte!
Il l'a menacée avec son arme. Elle a donc fermé la porte et il a demandé « Où est le pilote ?» « Et qu'est-ce qu'il y a en haut des escaliers ?» À l'étage, il y avait le cockpit. « Tout le monde à terre !» Quelqu'un a crié. « C'est un détournement !» Il était à présent évident que la situation était en train de déraper. C'était une sensation horrible. Il s'agissait d'un avion de la compagnie Pan Am dont j'étais le directeur national au Pakistan. C'était donc de ma responsabilité. Il m'a fallu moins de 5 minutes pour arriver jusqu'à l'aéroport. Je n'ai pas pensé une seule fois à respecter les limitations de vitesse. Je ne pensais qu'à une chose. Qui sont ces gens? Et pourquoi sont-ils entrés dans un avion de la Pan Am? On se demandait tous ce qui se passait. Il cherchait le pilote depuis un petit moment. Tout le monde recule. Reculez. Il s'est mis à crier. Tout le monde au fond, tout le monde recule. Les mains en l'air. Plus vite. Avancez. Je me suis levé. Debout. Avancez. Debout. Plus vite. J'ai ramassé mon sac vert. J'étais sûr qu'il me dirait quelque chose. Avancez. Plus vite. Mais je ne pouvais pas l'abandonner. Tout le monde au fond. Plus vite au fond. Il contenait les pellicules de l'expédition. Avancez. Allez, plus vite. Ils nous ont emmenés jusqu'à la classe économique. Allez, plus vite, plus vite. Je me suis assis côté couloir. Plus vite. Reculez. Reculez. Plus vite. Les mains en l'air. J'avais les genoux contre le torse et les bras en l'air. Les mains en l'air. Les mains en l'air. On était complètement soumis, uniquement à cause de cette menace de violence. On était tous assis, les mains en l'air, et on attendait que quelque chose se passe. J'étais complètement paralysé par la peur. J'ai garé ma voiture devant le nez de l'avion. À ce moment-là, je pensais, je veux que mes passagers s'en sortent tous sains et saufs. Les employés se sont approchés pour m'expliquer la situation. Qu'est-ce qui se passe? Personne ne comprenait vraiment ce qui venait de se passer. Ils m'ont raconté qu'un véhicule s'était approché de l'avion à une vitesse assez élevée et que 4 hommes en étaient descendus. Reculez. 3 d'entre eux avaient des uniformes du personnel de sécurité de l'aéroport. Reculez. Plus vite. Maniez-vous. Ils ont écarté les 2 gardes Reculez. et ils sont montés. Il s'agissait d'un commando armé qui attaquait un avion. Tout était arrivé si vite qu'il était difficile de découvrir qui étaient ces hommes. Ils ne nous ont pas dit ce qu'ils voulaient. Ils se sont adressés à nous à travers le téléphone des hôtesses. Mesdames et messieurs, votre attention, s'il vous plaît. Le groupe responsable du détournement souhaite s'excuser pour la gêne occasionnée. C'était complètement surréaliste. C'est comme si elles nous annonçaient que nous aurions 5 minutes de retard au décollage. Leur problème n'a rien à voir avec vous et ils ne souhaitent vous faire aucun mal. Mais si vous faites le moindre geste brusque, ils vous tueront. On ne voyait personne, car toutes les portes étaient closes. La Pan Am disposait d'un guide. Un livret rouge qui donnait toutes les directives et marches à suivre dans différentes situations. Mais il n'existait aucun chapitre dans ce livret sur la gestion d'activités terroristes. Je me suis dit, ok, je vais rester assis, faire ce qu'on me dit, surtout ne pas me faire remarquer et je resterai en vie. Mais j'ai quand même pensé qu'ils pouvaient voir mon chapeau. Il dépassait des sièges.
Je me suis dit que si je bougeais lentement, sans faire de gestes brusques, il n'y aurait pas de problème. Pour être un peu discret, j'ai fait glisser le chapeau en avant. Je me suis enfoui dans mon siège pour que seules mes mains restent visibles au-dessus du dossier. J'essayais de rester calme et de réfléchir à un moyen de me sortir de là, pour faire partie des survivants. Les mains en l'air! Plus vite! Le vol 73 de la Paname vient d'être détourné. 4 hommes armés tiennent les 370 passagers en otage. Mesdames et messieurs, vous pouvez maintenant baisser les mains et les mettre sur votre tête. J'étais terrifié. Mais veuillez ne faire aucun mouvement brusque. J'étais coincé sur mon siège. Je ne voyais pas ce qui se passait autour de moi. J'avais aussi très peur pour ma famille. J'étais parti pour faire mes adieux à mon frère et je me sentais très mal, car je n'allais peut-être pas rentrer non plus. On pouvait voir que la cabine de pilotage était ouverte. J'ai demandé au chef des opérations, où est l'équipage? Et il a répondu, Il est dans les bureaux de Paname. j'étais soulagé et je me suis dit, heureusement que l'équipage a pu sortir. L'avion ne peut pas décoller et c'est une très bonne nouvelle. Un avion au sol est sous contrôle, alors qu'il est difficile de maîtriser la situation si l'avion est en vol. Je savais qu'il était impossible que les terroristes relâchent les otages sans violence. Lorsqu'ils se rendraient compte que les pilotes manquaient à l'appel, ils exigeraient sûrement qu'on les leur envoie pour pouvoir faire décoller l'avion. Je savais qu'il faudrait négocier. Je ne pensais absolument pas que c'était de ma responsabilité. Ce n'était pas mon travail. Il y a eu une autre annonce. Mesdames et messieurs, Si vous êtes assis côté hublot, veuillez baisser les stores. Allez-y! l'homme près de nous a menacé plusieurs personnes avec son arme. Baissez les stores! Baissez-les complètement. Fermez tout! On était coupés du monde. On ne pouvait pas voir l'extérieur. Et les gens dehors ne nous voyaient pas. On se tenait toujours près du nez de l'avion, à environ 5 mètres de distance. Et on a entendu l'hôtesse nous appeler. Il faut que quelqu'un vienne nous parler. S'il vous plaît, venez nous parler. Je me suis retourné vers les 2 agents qui étaient là. Et je leur ai demandé, pourquoi vous n'allez pas leur parler? Est-ce que quelqu'un allait leur parler? Ils ont répondu que non, qu'ils refusaient de s'en charger. Ignorez-les. Je vous en prie, venez nous parler. Nous voulons parler à quelqu'un. À ce moment-là, je crois que personne ne savait quoi faire. Tous mes employés me regardaient fixement, l'air de dire « Et maintenant, qu'est-ce que vous allez faire ?» Vous m'entendez? Venez nous parler. S'il vous plaît. J'ai pris une décision et j'ai dit aux agents « Puisque vous n'allez pas leur parler, j'irai moi-même. » Il ne m'a pas fallu bien longtemps pour marcher d'où je me tenais jusqu'à la porte. Mais je ne voulais pas me précipiter. Ils auraient pu me tuer. Mais ce n'était pas logique de nous appeler, puis de me tirer dessus.
Je me suis arrêté et j'ai relevé la tête très lentement. C'est la première fois que j'ai posé les yeux sur un des pirates de l'air. Et il m'a demandé, où est l'équipage du cockpit? Ramenez-les à bord. J'ai répondu, je ne sais pas où ils sont. Je cherchais à gagner du temps pour découvrir ce qu'ils voulaient, en plus de l'équipage, et où ils comptaient aller. J'ai simplement dit, si vous voulez bien patienter un peu, je reviens dans un moment. Vous avez 15 minutes. En ce qui me concernait, il était hors de question que cet avion décolle. Il n'irait nulle part. Mesdames et messieurs, vous pouvez baisser les bras et poser les mains sur les cuisses. J'étais assis, la tête baissée. Je vous en prie, évitez tout mouvement brusque. Le chef des pirates a dû décider qu'il n'avancerait pas dans les négociations, car il est redescendu du cockpit dans la classe économique. Et il s'est mis à chercher une victime. Elle servirait de moyen de pression. Je me suis dit que si je parvenais à passer inaperçu et qu'il ne me choisissait pas, j'avais de bonnes chances de faire partie des survivants. Quelqu'un allait certainement être blessé ou même mourir, mais ça ne devait pas nécessairement m'arriver. Entre le hublot et moi, il y avait un couple. Je crois qu'ils étaient américains. Je me souviens que j'ai pensé qu'ils étaient avant moi sur la liste. Ils seraient choisis avant moi. Ils seraient exécutés avant moi. Ce n'était pas très sympa de penser comme ça, et j'ai tout de suite eu honte de moi. Mais je suis sûr que je n'étais pas le seul à penser ça. Je suis sûr que mon voisin pakistanais devait se dire que j'étais avant lui sur la liste. J'étais un occidental. Lève-toi. Il a choisi un Indien. Viens avec moi. Il n'avait pas l'air américain. Je crois qu'il a été choisi car c'était le passager le plus proche. J'étais assis quelques rangs derrière. Il aurait très bien pu me choisir. Il tenait en joue un passager qui était à genoux. Il m'a dit qu'il l'abattrait si je n'avais pas de réponse favorable à sa demande. Où sont les pilotes? J'ai demandé où il voulait aller car je devais transmettre cette information au gouvernement du Pakistan. Je ne voulais pas qu'il sache que j'avais l'autorité nécessaire pour lui accorder ce qu'il voulait, c'est-à-dire l'équipage de la Paname. Je lui ai dit, je suis le directeur de service. Ce n'est pas moi qui décide si vous pouvez décoller ou non. Ne faites aucun mal à ce passager. Je vais parler aux responsables et je reviens. Il a accepté. D'accord, c'est bon. Il a dit, Soyez de retour dans 15 minutes. J'étais complètement soumis. L'hôtesse est ensuite revenue vers l'avant de l'avion, avec le sac qui contenait mon passeport. J'étais persuadé qu'ils allaient examiner la pile de passeports et qu'ils allaient repérer les Américains et les appeler. C'était un avion de la Paname, mais je pensais que les Américains seraient les cibles. Mesdames et messieurs, nous demandons à Monsieur Michael John de passer à l'avant. Il s'agit de mes deux prénoms. Je ne comprenais pas, je n'arrivais pas à y croire. Je ne savais pas pourquoi il m'avait choisi. Je n'imaginais pas quelle pouvait en être la raison. J'ai découvert plus tard
que l'une des hôtesses, ayant eu l'impression que le chef des terroristes cherchait un Américain, s'était débarrassée de tous les passeports américains. Elle les a laissés tomber au sol et les a glissés sous un siège. C'était un acte d'un incroyable courage. Il restait une vingtaine de passeports britanniques dans la pile. Mesdames et messieurs, Et il a choisi un de ceux-là. Monsieur Michael John Texton, veuillez vous rendre à l'avant. Lorsqu'ils ont appelé mon nom complet, j'ai sérieusement songé à rester assis sans bouger, car j'avais une barbe et je ne ressemblais plus vraiment à la photo de mon passeport. Mais j'avais écrit mon nom sur toutes les étiquettes de mes bagages, Texton. Ce nom apparaissait partout autour de moi. Si je ne m'identifiais pas, je risquais d'avoir encore plus de problèmes. Mesdames et messieurs, nous demandons à Michael John Texton de bien vouloir se diriger à l'avant. Je me suis levé. J'étais complètement désespéré. Ils allaient me tuer. Je me suis avancé et j'ai dit, c'est moi. Vous m'avez appelé? Il m'a fait signe d'avancer. Je me suis dit que c'était la fin. Je me suis retrouvé devant le chef des terroristes, qui était torse nu, et je me suis dit qu'il allait m'abattre. Il avait mon passeport à la main, il a levé les yeux vers moi et m'a demandé « Tu es Michael John Texton? Oui. » C'était étrange, il vérifiait que c'était bien la bonne personne qui était venue. Il m'a demandé « Tu es militaire? Non. » J'ai répondu que je n'étais pas militaire. Je suis professeur. Il a ensuite montré mes appareils photo qui étaient autour de mon cou et il a dit « Qu'est-ce que c'est? » J'ai répondu « Des appareils photo. » Il a demandé à une hôtesse de me les enlever. Et il m'a ensuite demandé si je portais une arme. Non, je ne porte pas d'arme. C'est vous qui avez toutes les armes ici. Mets-toi à genoux. Je vous en supplie. Il m'a ordonné de me mettre à genoux, derrière la porte. Mets-toi à genoux. J'ai essayé de lui dire que mon frère était mort en montagne et que mes parents n'avaient que moi au monde. Ne me faites pas de mal. Il a simplement fait un geste de la main, comme pour dire qu'il était occupé. À genoux. J'ai compris à ce moment-là qu'il ferait ce qu'il voulait. Mon opinion n'avait vraiment aucune importance. Ouvre la porte. La porte était entr'ouverte. Un rayon de lumière passait sur le côté. Le chef a ordonné à une hôtesse de se tenir dans cette ouverture et lui a dit de dire « Si quelqu'un s'approche de l'avion, on tue un autre corps ». Il maîtrisait bien l'anglais. Pour lui, je n'étais rien d'autre qu'un corps. J'étais certain qu'il allait m'abattre, me blesser ou me tuer. Elle parlait à un homme que je ne voyais pas. Je ne savais ni qui il était, ni où il se trouvait. Il dit que si quelqu'un s'approche de l'avion, il tuera un autre corps. Il a dit qu'il abattrait... Un autre passager si on ne m'amène pas l'équipage et un meilleur système de communication. Ils ont demandé un meilleur système de communication et ont déclaré qu'ils tueraient un otage toutes les 20 minutes. J'abattrai un autre passager. J'étais à genoux et je pensais... Il faut absolument que quelqu'un dehors prenne ma défense.
Il avait déjà tué un passager. Je n'avais aucune raison de douter qu'il pouvait recommencer. J'avais l'impression que j'allais mourir. Je voulais juste pouvoir dire au revoir à ma famille, car c'est ce que mon frère n'a pas pu faire. Je crois que j'avais passé énormément de temps en montagne, à penser à faire mes adieux à mon frère. C'était ma priorité à ce moment-là. J'ai essayé de laisser un message pour ma famille à une hôtesse. Je lui ai dit, s'il vous plaît, dites à ma famille que je les aime. Elle m'a juste fait chut, chut. Tout va bien. Tout va bien. J'ai fermé les yeux et j'ai fait silencieusement mes adieux à ma famille et à mes amis. J'en suis venu à penser aux pirates de l'air. Je ne voulais pas mourir en ressentant de la haine pour ces hommes. J'ai donc décidé de leur pardonner. Ça m'a tranquillisé. J'ai pu reprendre le contrôle de mes pensées. Je me suis dit, il fera ce qu'il décidera de faire, mais il ne l'emportera pas, car je refuse de le haïr. J'ai entendu une voix qui répondait. Je lui ai dit, si vous continuez à tuer des passagers, il me sera encore plus difficile d'aborder ce problème différemment. Il voulait un meilleur système de communication, et je savais comment l'obtenir. J'ai eu l'impression que si je satisfaisais une de ses demandes, il se calmerait un peu. J'ai dû prendre la décision de mettre en péril mes employés qui étaient à bord de l'avion. Un membre de la Paname qui est à bord est capable d'utiliser la radio du cockpit. Si vous communiquez par la radio du cockpit, on pourra faire évacuer tous les hommes aux abords de l'avion. Je ne sais pas si c'est à moi qu'il doit la vie. Tout ce que je sais, c'est que je suis très heureux d'avoir pu empêcher l'exécution du passager suivant. Heureusement, j'ai pu éviter ce drame. Ferme la porte! Ils ont donc fait une autre annonce. Le membre du personnel au sol de la Paname qui se trouve à bord est prié de venir à l'avant. Le membre du personnel au sol de la Paname qui se trouve à bord est prié de venir à l'avant. J'ai vu un homme portant l'uniforme de la Paname remonter le couloir de l'avion. Je ne me sentais pas du tout tiré d'affaire. Quelqu'un allait mourir. Et je semblais être en tête de liste. Ça ne faisait aucun doute. Quatre heures après le début de l'affaire, les autorités pakistanaises entament des négociations directes avec les pirates de l'air à bord du vol Panam 73. Si j'ai l'impression qu'on nous tend un piège, j'exécuterai tous les enfants et les femmes et je mettrai fin à nos vies. Aucun des officiels ne parvenait à imaginer un plan. Un plan pour résoudre la situation. Je veux qu'on me dise exactement combien de temps il vous faut pour amener l'équipage. Je me disais que les pirates devaient avoir des exigences difficiles à satisfaire. Ils allaient devoir déclarer que s'ils ne recevaient pas ce qu'ils demandaient, ils tueraient des otages. Les autorités refuseraient de céder et je serais exécuté. J'ai même pensé à prier à la façon des musulmans. Je voulais qu'ils me considèrent comme davantage qu'un simple corps à jeter de l'avion.
J'ai donc passé une demi-heure ou une heure à toucher le sol avec mon front, comme j'avais vu mon guide de montagne le faire quand il priait vers la Mecque. Le chef des terroristes m'observait alors que j'étais au sol, et il m'a demandé « Tu veux boire quelque chose? Une bière? Un whisky ?» Un whisky peut-être? Il voulait vérifier que j'étais bel et bien musulman. Et j'ai donc répondu « Non. Mais j'apprécierais un verre d'eau. » Je l'ai trouvé un peu plus humain lorsqu'il m'a donné un verre d'eau. Mais je continue à penser qu'il finirait par me tuer. Parfois, il me laissait seul. Je restais assis et je fixais la porte. Je voyais comment la porte s'ouvrait. J'aurais dû en profiter et tenter de m'échapper. J'aurais pu me lever et ouvrir cette porte. Je pensais que j'étais foutu. Mais je ne voulais pas faire quoi que ce soit qui me coûterait la vie encore plus tôt. Je n'ai jamais ne serait-ce qu'envisagé d'ouvrir cette porte. On étudiait plusieurs options. Les hommes du gouvernement pakistanais ont formé une équipe pour donner l'assaut et reprendre l'avion. Le chef s'est approché et s'est assis en face de moi. Il m'a demandé si j'étais marié. Non. J'ai répondu que j'avais une petite amie, mais que je n'étais pas marié. Il avait l'air sincère quand il m'a dit « Je suis désolé pour tout ça. J'aime pas me battre. Et j'aime pas tuer. Je préférerais sortir boire un verre, aller danser, sortir avec des filles. » Les Américains et les Israéliens m'ont volé mon pays. Et sans mon pays, toutes ces choses ne valent rien. Notre conversation s'est terminée là, car je ne pensais pas pouvoir parler à moins qu'on ne me l'autorise. J'aurais peut-être dû le haïr. Mais je ne ressentais pas de haine. C'était presque comme si j'étais témoin de la scène. Je ne vivais pas la situation. Ce n'était pas moi. C'était quelqu'un d'autre. Ne pensez pas que j'ai peur. Je suis venu ici pour mourir. Si vous essayez d'approcher de l'avion, je le ferai exploser. Le groupe d'alimentation de l'avion était en marche depuis qu'il avait atterri 13 ou 14 heures auparavant. Je savais pertinemment que le groupe allait tomber en panne, car il n'était pas conçu pour tourner aussi longtemps. J'ai dit, si le groupe d'alimentation tombe en panne et qu'il n'y a ni lumière ni climatisation à bord, la température à l'intérieur de la cabine peut monter jusqu'à ce que l'atmosphère soit complètement irrespirable. Si les pirates pensent qu'il s'agit d'un acte délibéré pour donner l'assaut, ils feront exploser l'avion. La question n'était pas si le groupe d'alimentation lâcherait ou non, mais à quel moment il le ferait. Lève-toi, allez, plus vite! Je m'étais endormi, et le plus jeune m'a réveillé en me donnant des coups de pied. Allez, plus vite! Il m'a dit de me lever. Avancez, allez! J'ai finalement pu rejoindre la classe économique. Allez, plus vite! Avance! L'atmosphère était tendue. Les passagers étaient terrifiés, rangée après rangée. Je me souviens avoir pensé que la cabine était plus chaude, plus sombre et plus silencieuse. Il y avait un problème électrique. La climatisation et la musique s'étaient arrêtées, et la lumière faiblissait. J'ai vu un siège libre et je me suis assis. Assis! Je pensais être à l'abri.
Amenez les pilotes avant 19h. C'est ma dernière demande. Après 14 heures passées sur la piste, le groupe d'alimentation de l'avion est sur le point de tomber en panne. Les lumières se sont mises à baisser. J'étais persuadé que quelque chose de terrible allait arriver. La cabine devenait de plus en plus sombre. Je me suis dit que les autorités allaient finalement attaquer. Paname 73. Paname 73. Est-ce que vous me recevez? Paname 73. On ne pouvait pas savoir à quel moment le groupe allait lâcher. Vous me recevez? La seule manière dont on a pu le découvrir a été lorsqu'on les a appelés. Paname 73. Et qu'ils n'ont pas répondu. Car la radio ne fonctionnait plus. J'ai dit, je vais sortir sur la piste. Je me suis fait tout petit sur mon siège. Et au milieu de l'obscurité, on a entendu un boum. Je me demandais s'il s'agissait d'une grenade, car j'imaginais que la détonation serait plus forte. Ensuite, il y a eu des coups de feu. Ils venaient d'une arme automatique vers l'avant de l'avion. J'ai entendu des coups de feu. Je crois qu'ils ont décidé qu'il était temps de tirer dans le tas, faire autant de victimes que possible et tenter de s'échapper. L'un d'entre eux vidait sa Kalachnikov. Puis, c'est vers l'arrière qu'on les a entendus. C'était terrifiant. Ils vidaient leurs chargeurs. Ils tiraient au hasard sur les passagers dans l'obscurité. Il n'y a pas de mots pour exprimer l'horreur de ce moment. Les passagers ont pris les choses en main pour tenter de s'échapper. Les portes s'ouvraient les unes après les autres. Ils criaient que les terroristes avaient ouvert le feu sur eux. C'était la fin, c'était le chaos total. Le chaos total. Les coups de feu ont cessé. Il n'y avait aucun bruit. Du moins, c'est ce que je pensais, car il y avait des gens qui hurlaient, qui pleuraient, qui essayaient de retrouver leurs proches dans l'obscurité. Mais le vacarme avait été tellement fort que tout paraissait silencieux. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de tenter ma chance. Quelqu'un avait ouvert une porte. De mon côté de l'avion, je ne voyais personne. J'ai sauté de l'avion. Je me suis retrouvé sur l'aile. C'était incroyable d'être enfin sorti de ce cercueil. Je me suis allongé. Et je me suis rapidement laissé glisser vers l'arrière sur l'aile. Je suis tombé au sol. Je me suis relevé et j'ai couru. Alors que je m'éloignais, j'ai pensé, je vais bientôt me réveiller, à genoux, près de la porte avant. Je suis dans un rêve et je vais revenir à la réalité. Ce n'est pas possible que j'en sois sorti. 20 personnes meurent et plus d'une centaine d'autres sont gravement blessées avant qu'un commando pakistanais ne puisse prendre d'assaut l'avion. Ça aurait pu être pire. Bien pire. L'interrogatoire des terroristes a révélé qu'ils avaient eu l'intention de faire pénétrer l'avion dans l'espace aérien israélien, puis de le faire exploser. C'était leur mission. Avancez! Les preneurs d'otages sont finalement arrêtés dans le terminal alors qu'ils tentent de s'échapper. Tout le monde à terre! Ils seront condamnés à perpétuité.
Au bout du compte, je suis heureux d'avoir pu sauver ne serait-ce qu'une seule vie. J'ai survécu à cette tragédie. Et chaque jour que je vis depuis est un cadeau. Une expérience que je ne pensais pas pouvoir vivre. La plupart des gens, lorsqu'ils imaginent ce genre de situation, affirment qu'ils s'effondreraient. Mais je ne pense pas que ce soit vrai. Je crois qu'il est très rare que les gens s'effondrent dans ce type de situation. Tout simplement parce qu'en réalité, c'est une très mauvaise idée. Impossible de s'effondrer, il faut impérativement réagir. Et la plupart d'entre nous le feraient.